En 2007, une unité hospitalière du Rhode Island se fit connaître du monde entier. Et ce n'était pas pour la qualité particulière de ses soins. Non, mais c'était à cause d'un chat nommé Oscar. En effet, ce petit félin né en 2005 semblait avoir un don particulier. Il prédisait la mort des patients. Oscar fut adopté alors qu'il n'était qu'un chaton, afin de rejoindre une unité du... Attendez, je vais le lire parce que... d'une unité du Sterry House Nursing and Rehabilitation Center. Voilà, je suis obligé de le lire parce que là, à retenir, c'est impossible. Cette unité avait en charge surtout des malades atteints de maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, etc. La majorité de ces malades étaient au dernier stade de leur pathologie, donc souvent proches de la mort. L'hôpital Stillhouse se voulait encore à l'époque un lieu relativement accueillant, aussi bien pour les malades que pour les animaux. Ainsi, lors de son adoption, Oscar faisait partie d'un groupe de chats qui avait été adopté afin de rendre le lieu plus chaleureux et plus accueillant. Alors qu'il grandissait à Stillhouse, Oscar n'était pas réputé comme étant un chat particulièrement câlin ou particulièrement affectueux. Il s'approchait volontiers des gens, mais ne voulait pas forcément se faire tout le temps caresser, il ne cherchait pas spécifiquement le contact des humains, et tout le monde avait compris que c'était son caractère. Pourtant, on le retrouvait parfois blotti contre certains patients, et très vite le personnel médical se rendit compte de quelque chose. Les patients contre lesquels le chat dormait, généralement décédaient entre 2 et 4 heures après que le chat se soit mis sur leur lit. Après plus de 25 décès prédits par Oscar, un nouveau protocole fut mis en place. À partir de 2007, lorsque le chat se blottissait contre un malade, le personnel soignant immédiatement appelait la famille. Il faut dire que les prédictions du chat s'avéraient quasiment toujours justes, et parfois même plus que celles faites par le personnel de l'hôpital. Autant vous dire qu'Oscar a très vite attiré l'attention. En 2007, face à ce cas très particulier, le docteur David Doza publia un article dans le New England Journal of Medicine, et bien qu'il ne s'agisse pas d'un article purement scientifique, celui-ci suscita un vif intérêt médiatique pour ce drôle de félin. Dans ce témoignage, il indiqua que Oscar ne faisait quasiment pas d'erreur. Il semblait comprendre quand les patients étaient sur le point de mourir. Sans qu'un protocole scientifique ne soit mis en place, le docteur Doza exposa son hypothèse. Il se basa sur ses longues observations auprès du chat. Selon lui, le chat pourrait détecter des odeurs spécifiques aux cellules en train de mourir. En effet, à l'instar des chiens capables de détecter les cellules cancéreuses, Oscar aurait été capable de sentir les cétones, des composés organiques dégagés par les cellules mourantes. Une hypothèse soutenue par le docteur Jean Thénault, qui s'occupait des résidents de Stillhouse et voyait régulièrement Oscar à l'œuvre avec les patients. Le docteur David Doza sortira d'ailleurs plus tard un ouvrage intitulé « Faire des rondes avec Oscar, le don extraordinaire d'un chat ordinaire ». Malgré la dimension très poétique de cette histoire, des doutes furent émis quant à sa véracité. Et là, c'est logique, on est dans une hypothèse paranormale qui suscite beaucoup de remous dans les médias, donc forcément, les scientifiques s'intéressent au problème. Mais sans effectivement tests et protocoles scientifiques, forcément, on peut émettre des doutes. Ce fut notamment le cas du mathématicien Nicolas Govy. Dans la revue Science et Pseudosciences, il y rappela notamment que les décès dans l'établissement étaient très nombreux. Il faut donc faire attention aux corrélations un peu illusoires que le cerveau humain est capable de faire parfois dans certaines situations. Et je m'y connais. De surcroît, Govry rappela le manque de protocole du docteur Doza, n'aidant pas du tout à la viabilité de son hypothèse. Enfin, il faut rappeler que l'article paru dans ce fameux journal, le New England Journal of Medicine, n'était pas véritablement un article scientifique, mais bel et bien juste un témoignage. L'histoire d'Oscar est donc extraordinaire, mais ne repose sur aucune certitude scientifique. Toujours est-il que durant sa carrière, Oscar accompagna près de 50 patients au crépuscule de leur vie. Aujourd'hui, son histoire résonne comme une légende urbaine à travers le monde. Ainsi, on retrouve même des traces de cette histoire dans la pop culture. Oscar mourut le 22 février 2022, fort d'une célébrité peu commune pour un chat. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Moi j'ai envie d'y croire, forcément j'ai envie d'y croire. Mais même si on n'a pas de preuves scientifiques que ce chat prédisait la mort des patients, ou en tout cas qu'il la ressentait,
Je pense quand même que le fait que le personnel soignant, les médecins d'établissement, le fait même qu'ils aient remarqué ce qu'il se passait avec ce chat, je pense déjà qu'on peut se poser la question. Pour que des médecins puissent observer le comportement d'un chat et arriver à en déduire que le patient avec qui il est en ce moment est potentiellement mourant, ou en tout cas vit ses dernières heures, au point d'appeler la famille et les proches, je pense qu'il devait quand même y avoir des faisceaux de preuves. Je pense que cette histoire pourrait être vraie. Pour que ce chat arrive à un tel niveau de célébrité, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense qu'on n'aura jamais la réponse à ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Et vous, est-ce que vous y croyez? Et si on se faisait une petite question abonné? Enfin, abonné ou pas abonné, hein, mais généralement, une petite question de la part de Isa qui me dit « Bonjour, je pose ma petite question du mercredi. Tu fais des enquêtes paranormales depuis un bon moment. Maintenant, quelle est la raison? La raison profonde de ce besoin de savoir. Je m'explique. Beaucoup cherchent une réponse, un signe de personnes qui ont disparu. Est-ce que toi, tu as trouvé ta réponse ?» Merci pour ta question, Isa. Je pense que la raison profonde, c'est la question que tout le monde se pose, hein, c'est que quand on meurt, on va où, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste le néant, genre voilà, ça n'existe plus, tout ce que tu étais, tout ce que tu pensais, tout ça disparaît voilà, comme si ça n'avait jamais existé, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui perdure? Et je pense que l'idée de se dire que quelque chose reste, c'est rassurant. Je pense que ça rassure dans sa vie déjà, et puis ça rassure aussi sur la suite, et de se dire que voilà, tout ne se termine pas là, et l'aventure continue. Des fois je me dis, sérieux, la mort, le passage vers la mort, c'est certainement l'exploration paranormale la plus ouf qui soit. C'est le mont Everest de l'exploration paranormale. Et c'est pour ça que je suis toujours pas disposé encore aujourd'hui à croire à n'importe quoi. Et ce que je veux, c'est une preuve tangible, une preuve incontestable. Et je veux pouvoir me dire après en rentrant chez moi en me disant ça y est, j'ai la preuve, je sais. Maintenant, je ne pense pas savoir, maintenant que je sais. J'aimerais pouvoir me dire ça un jour. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Isa. Merci encore. Allez, jingle. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme de la question de merde? Nous avons Attila Zoom qui me dit « L'autre, il chasse les fantômes. Va plutôt trouver un vrai boulot. Dans la vie, il faut bosser pour gagner sa vie. Ça demande du courage d'aller bosser tous les matins pour un patron qui t'emmerde au boulot. YouTube, c'est pas un boulot, c'est que du loisir. » Ok. Alors, l'autre, il chasse les fantômes. Ouais, ouais, clairement. Je peux pas te contredire là-dessus, hein. Va plutôt trouver un vrai boulot. Va plutôt trouver un vrai boulot. Ah ouais, c'est quoi pour toi un vrai boulot? C'est quoi un vrai boulot? Sérieux. Un vrai boulot pour toi, c'est un boulot qu'on n'aime pas. C'est un boulot forcément où on travaille pour quelqu'un, pour provoquer de la richesse à son entreprise au détriment de la tienne, uniquement pour un salaire? Non, je suis pas d'accord. Enfin après, moi je suis pas du tout contre, hein, évidemment. On peut tout à fait être heureux en faisant un travail qui profite à quelqu'un, à un patron, et puis s'en accommoder parce que voilà, le travail nous convient, parfait. Mais moi, ça me convient pas. Moi, je n'ai jamais aimé travailler pour un patron, je n'ai jamais aimé, voilà, moi, mon propre patron, c'est moi, depuis maintenant près de 20 ans. Alors, tu me dis, va trouver plutôt un vrai boulot. Mais ouais, je sais pas si tu considères que 50 heures de travail dans la semaine, si pour toi, ça, c'est pas du travail, écoute, ouais, peut-être que je vais me mettre à chercher un job. Parce qu'après avoir fait 50 heures de boulot, il doit me rester quelques heures dans la semaine. Les heures où je dors, par exemple, je pourrais aller être, je sais pas, gardien de nuit dans un parking. Ouais, pourquoi pas. Dans la vie, il faut bosser pour gagner sa vie. Alors là, tu viens de m'ouvrir les yeux, là, tu vois. Ça demande du courage d'aller bosser tous les matins pour un patron qui t'emmerde au boulot. Alors là, ça sent le vécu. Je suis vraiment désolé pour toi si ton patron t'emmerde, mais la seule chose que je peux te dire, c'est, change de boulot. Comment ils font les autres? Tu crois que moi j'ai été mon propre patron toute ma vie? Non, j'ai bossé pour des patrons, j'ai bossé pour des connards de patrons. Ils sont pas tous des connards, mais beaucoup trop à mon goût. En tout cas, suffisamment assez pour me donner envie de devenir moi-même un connard de patron. Non, je déconne. Je suis mon propre patron, donc ça va. Je dis souvent cette phrase et je pense qu'elle est très parlante pour les gens comme toi. Sors-toi les doigts du cul. Voilà, ça c'est profond. Enfin, je veux dire profond
Oui, enfin non, c'est profond. C'est profond, parce que les doigts dans le... C'est profond. Ok, je vais avancer. Hein. Oui, j'avance. YouTube, c'est pas un boulot, c'est du loisir. Alors là, de tout ce que tu as pu me dire, mon petit Attila, je pourrais dire que c'est ça qui serait le plus susceptible de me foutre en rogne, tu vois. C'est que du loisir, mais tu vois pas, Attila, tu vois pas. Tu imagines ce que c'est 50 heures en une semaine? Regarde, je te fais le... Entre les réseaux sociaux, la recherche des lieux, le montage, le tournage, le repérage, répondre aux commentaires, répondre aux mails, faire les sponsors, tout ça, c'est des boulots. Alors, mis à part le tournage, tout le reste, vous ne le voyez pas. Non, je te parle à toi, Attila. Je te parle à toi, ça, tu ne le vois pas. Toi, tu vois juste le tournage, tu vois juste 1 heure de vidéo. Et tu crois que la vidéo, elle tombe du ciel comme ça, tu vois. Mais c'est 1 heure de vidéo. Eh bien, il faut te dire que c'est 50 heures de boulot en amont. Voilà, donc arrête de cracher sur les autres, change ta vie, change de boulot, sors-toi les doigts de... non. Réveille-toi et trouve-toi un truc que t'aimes faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous samedi pour une vidéo, un concept que j'ai mis en place il y a quelques temps et vous avez pas mal aimé ce concept. D'ailleurs, la première vidéo de ce concept, c'était l'exploration d'un Airbnb hanté que j'avais fait en Roumanie. Et c'était une vidéo dans les conditions du live. Hein. Je rappelle le principe d'une vidéo dans les conditions du live, c'est que c'est tourné comme dans un live, c'est-à-dire du début à la fin, non-stop, avec quelques coupures, forcément s'il y a un problème de matériel ou quoi, mais globalement, vous allez vivre, si la vidéo dure 1 heure, eh bien vous allez vivre 1 heure comme si vous étiez en live avec moi sans aucune coupure. Et vous avez bien aimé ce principe. Dans cette vidéo, il n'y aura bien sûr pas d'analyse, puisque c'est vous qui allez faire l'analyse à ma place, parce que moi, sur le moment, je n'ai pas tout capté, je n'ai pas tout entendu, et je vais vous laisser observer et me dire ce que vous avez vu. Et s'il y a des choses intéressantes, je reviendrai avec un petit débrief de ce moment-là dans la vidéo du mercredi d'après. Voilà, pour cette fois-ci, je suis parti à la recherche d'une dame blanche, une femme morte dans un accident de la circulation, renversée par une voiture aux abords d'une forêt, et depuis, elle réapparaîtrait dans la forêt. Je peux vous dire que je suis sur le qui-vive là. C'est toujours hyper stressant de se dire qu'on n'est pas le bienvenu. Oh, là, c'est pas possible de passer. Putain, mais où je suis, bordel? Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis à samedi, 10 h précises. Bye.